cicatrice intérieure à Tanor. Les enfants désaccordés. Solitude, Cicatrice Droit de intérieure à visite. Tanor. Parler pour mémoire. Cicatrice intérieure à Tanor. Droit de visite. Parler pour mémoire. La concentration. Le voyage à l'un des morts. Cicatrice intérieure à Tanor. Haute solitude, Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. solitude, La concentration. Cicatrice intérieure à Tanor. un des morts. Cicatrice intérieure à Tanor. Haute solitude, Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Les enfants désaccordés. Droit de visite. Les enfants désaccordés. Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Les enfants désaccordés. Cicatrice intérieure à Droit de Tanor. visite. Les enfants désaccordés. Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Les enfants désaccordés. Cicatrice intérieure à Tanor. Haute solitude, Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Cicatrice intérieure à Tanor. Les enfants désaccordés. Les enfants désaccordés. C'est en 1964. C'est avec une jeune fille que j'avais rencontrée au Palladium. Il y avait les Ingos, c'était un groupe anglais qui jouait comme ça, puis il avait un ciré avec ciré vert avec une cible jaune d'or dans le dos. Et j'étais arrivé au Palladium, c'était au début du Jerk, et puis j'avais vu une jeune fille, et j'avais pensé tiens, c'est avec cette jeune fille que je vais tourner mon premier film, Les Enfants désaccordés. Là j'avais 16 ans quand j'ai fait ça. Alors j'ai acheté, je sais plus, 18 minutes de pellicule ou 23 minutes de pellicule, chose comme ça. Et puis j'ai tourné un film de 15 minutes en 35 noir et blanc en 3 jours. Et donc c'était cette jeune fille, c'est une styliste, c'est devenue une styliste. Elle est styliste chez Charles Jourdan. Elle faisait des dessins de mode. Elle était très jeune, c'était la fille d'un ouvrier qui travaillait dans le nord-est de la France, qui était un anarchiste. Elle s'appelait comment? Et elle s'appelait Pérez, elle était d'origine espagnole. C'était des immigrés espagnols. Elle les dessinait très bien. Et elle avait, je sais plus, à l'époque inventé une paire de chaussures où dans le talon, c'était un aquarium avec des poissons en plastique à l'intérieur. Comme ça. Et en fait, ce ciré, elle l'avait dessiné elle-même. Et donc j'ai tourné ça. Et je me souviens plus si j'ai écrit un scénario. Je crois pas que j'ai écrit de scénario. J'ai tourné en 3 jours. Puis j'ai tout monté bout à bout en enlevant les claps. J'ai appelé ça Les Enfants désaccordés. C'est l'histoire d'une fugue. C'est la génération d'après-guerre. C'est une petite histoire. C'est la génération d'après-guerre qui déserte la ville et qui va se laisser mourir à la campagne, qui refuse de prendre leur lait du pouvoir des parents et du travail. Et ensuite, j'ai tourné l'année suivante. Alors ça, le centre de la recherche de Pierre Schaeffer l'a pris, l'a passé à la télévision. Et alors, quand je suis passé à la télévision, j'étais interviewé, c'était un après-midi, il y avait la diffusion de mon film. Et puis il y a le commentateur qui m'a demandé est-ce que j'étais pas un peu snob. Alors je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Alors j'ai demandé non, pourquoi il m'a dit je sais pas, votre col, ça puis vos cheveux longs. J'avais un col blanc comme ça qu'on portait parce que c'était une manière de jouer les dandys adolescents. Et en fait j'ai compris en fait qu'il voulait dire est-ce que j'étais pas un peu de gauche en fait, je crois. Alors après j'ai pensé, quand j'ai quitté le plateau de télé en direct, j'ai pensé finalement j'ai bien fait d'appeler Les Enfants désaccordés. Ça c'était en 64, puis alors après j'ai fait un autre film avec une jeune fille qui s'appelait, qui était la femme d'André Dulcement d'époque, qui était sur sur le droit de visite, donc sur le fait que un enfant voit son père et la maîtresse de son père chaque semaine, alors qu'il habite chez sa mère. Alors ça, je suis retombé dans je suis tombé par la fois dans le néo-réalisme. C'est déjà beaucoup plus
traditionnel comme cinéma. J'avais quitté cinéma onirique, imaginaire. Et Glucksmann l'a vu comme ça. Et il m'a dit non, aussi c'est très bien, mais c'est quand même le premier est quand même beaucoup mieux. Après, je lui ai fait confiance. Quand j'ai fait mon premier long métrage, j'ai un peu fait confiance à des gens comme lui qui me disaient que le premier était beaucoup mieux parce que son sens était onirique, quoi. Il ne correspondait pas à une démarche plausible, quelque chose de vécu, que la fugue d'une génération entière, illustrée par la fugue de quelques-uns de ces éléments. Et ensuite j'ai fait Marie pour mémoire. Et alors là j'ai inventé une histoire je ne me suis pas basé sur la réalité, j'ai inventé une histoire comme ça sur le refus des jeunes générations à tomber amoureux du travail. Et puis les premières histoires amoureuses, la première fois qu'on vit hors de l'éducation de sa famille. C'était l'histoire de deux couples croisés qui c'était des amours qui étaient programmés, donc, enfin des rencontres qui étaient programmées. Et à un moment il y avait une inversion dans les fiches, si bien que la complémentarité ne jouait pas, au contraire il y avait une espèce d'addition des états d'esprit, si bien qu'il y avait un couple qui était complètement lyrique comme ça, puis un autre au contraire qui était complètement suicidaire. Donc en fait ils avaient été programmés d'une manière croisée et ils s'étaient trompés au moment de la rencontre par rapport aux fiches de l'ordinateur. Et alors c'était l'histoire de l'échec et du suicide d'un des couples et au contraire de l'apologie de la révolution par l'autre couple. Et ça, Marie pour mémoire, ça a eu le prix du jeune cinéma hier au début de l'an 68. Alors donc on était en 67 quand j'avais fait le tournage et il s'est avéré que là j'ai décroché le prix, mais quand même il y a eu la moitié de la salle qui m'a hué, enfin en pendant des explications, parce que j'avais pratiqué un cinéma onirique de gauche, donc, encore une fois. Et donc comme j'ai eu le prix au festival d'hier, je me suis dit en même temps c'est peut-être pas très important, il y aura toujours quand même des gens qui me défendront. J'arriverai peut-être à me faire un petit public et je peux continuer comme j'ai commencé. Et puis ensuite il y a eu les événements donc. Et alors mes films ne sortaient pas à l'époque, n'étaient pas sortis, puis j'ai pris l'habitude de ne pas les sortir au début. Et tout de suite après, dès le mois de juillet 1968, j'ai attrapé une caméra, je suis parti en Allemagne avec des acteurs, avec Bernadette Lafont et Laurent Terzieff, le fils d'un figurant, et j'ai tourné un film muet avec une Arriflex que j'ai loué en Allemagne. Alors j'ai fait un film d'1 heure en 35 mm muet, et alors là ça y est, j'avais commencé à pratiquer le tournage sans écriture préalable du scénario comme système. J'en ai enchaîné un autre derrière, qui était La concentration, que les cahiers aimaient bien, qui était un long métrage avec Jean-Pierre Léaud, parce qu'il m'avait demandé, enfin Jean-Pierre Léaud il aimait bien Marie pour mémoire, et il m'avait demandé de faire un film avec lui. Alors j'avais une amie à l'époque avec qui je tournais tous ces longs métrages, qui était Zouzou, qui travaillait plutôt à SLC, elle était modèle, elle posait avec les mini-jupes pour les journaux de mode pour jeunes. Et ça a été financé par qui, ce film? Alors là, j'avais toujours pas de producteur. Simplement, par exemple, pour le Révélateur, il y avait une jeune femme qui avait un Martial Reiss, parce qu'elle était une des amies de Martial Reiss, parce qu'elle était de l'école de Nice, une peintre, et elle avait vendu un tableau de Martial Reiss pour me financer mon film. Et le précédent, Marie pour mémoire, ça avait été financé par Claude Berry, pour ce qui est du tournage. Moi, j'avais été son stagiaire sur Le vieil homme et l'enfant. C'était pour me remercier d'avoir aidé, comme ça, avoir eu des rapports plus faciles avec Michel Simon, comme il était un peu anarque, c'était assez facile comme ça pour lui de communiquer en passant par un stagiaire, enfin le stagiaire que j'étais, dans la mesure où Michel Simon
était quelqu'un qui avait quand même assez horreur des structures et des normes d'un plateau classique. Alors donc il m'avait produit mon premier tournage. Et ensuite, à la concentration, là j'ai rencontré, après 68, j'ai rencontré une jeune fille, ça c'est Alain Jouffroy qui me l'a présentée, qui était très riche et à qui j'ai montré mes premiers films et qui m'a dit que c'était très bien. Et elle m'a demandé ce que je voulais faire. Alors, comme il y avait le projet Léo qui attendait, alors j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit bon bah je fais le projet de Léo. Puis derrière j'avais un projet avec Clémenti parce que j'aimais beaucoup les Bargas de Marco. Donc j'avais vu Pierre Clémenti dans les Bargas de Marco, alors j'ai enchaîné sur le projet de Pierre Clémenti. Alors là j'ai eu mon premier tournage donc avec le Lit de la Vierge, c'était en 69, qui était un tournage normalement produit avec 3 mois de tournage, une caméra insonore moderne, une équipe technique au complet, un travelling et des arcs, des acteurs et des acteurs de complément, enfin tout ça était déjà agencé. Puis en même temps je tournais toujours sans scénario, c'était toujours improvisé, puis ça fonctionnait et mes films sortaient toujours pas, puis ça m'inquiétait pas. Enfin je l'ai passé, il y avait Henri Langlois qui aimait bien mes films. Je l'ai passé à la Cinémathèque chaque année, puis je pensais que c'était bien, parce que après c'était une manière comme une autre de faire du cinéma. Et après, à la fin de ce tournage, j'ai rencontré Nico, qui venait de tourner Chelsea Girl et Imitation of Christ avec Andy Warhol. Elle m'a dit que je devrais connaître Andy Warhol, je ne savais pas qui était Andy Warhol. Alors elle m'a emmené à New York, et elle a montré le Lit de la Vierge à Andy Warhol. Andy a dit qu'il trouvait ça très bien, le Lit de la Vierge. Et en retour, il m'a fait une projection de l'Imitation du Christ, donc, qui est un film assez joli, comme ça, qu'il avait tourné à peu près à la même époque, vers 69. Et alors moi là, j'ai découvert à ce moment-là comment fonctionnait le cinéma underground aux États-Unis. Et ensuite, j'ai projeté de faire un grand film avec Nico, qui était plus ambitieux, où elle m'a simplement dit qu'Andy avait sorti de Chelsea Girl dans un cinéma à New York et qu'il avait réussi à ce que le film ait un public et que je devais essayer de procéder de même. Alors je lui ai dit très bien qu'il fallait simplement faire un film dans cet objectif-là. Alors là, j'ai fait un film pour elle, que j'ai fait en 5 tournages différents, comme ça, qui ont été 4 tournages différents qui se sont suivis entre 70 et 72, qui est La cicatrice intérieure. Et j'ai tourné donc au Nouveau-Mexique, c'était aux États-Unis. Et là, par la même occasion, j'ai découvert l'université américaine. J'ai projeté mes films à l'université américaine. Ensuite, j'ai tourné en Italie et en Égypte. Et ensuite, je me suis arrêté. J'ai projeté ça à la commission des avances sur recettes. Et là, j'ai obtenu une avance pour finir le film. Et je suis parti tourner en Islande. J'ai fait un film d'1 heure, et puis Jacques Robert, qui voulait, depuis l'époque d'Anne-Marie Roy, qui était une amie de Rivette, des Cahiers, de Skolimowski, qui aimait beaucoup Prima della Révolution de Bernardo Bertolucci et Les poings dans les poches de Marco Bellocchio. Jacques Robert donc m'avait dit qu'un jour il sortirait mes films. Alors là, il s'est emparé de La cicatrice intérieure, il l'a projeté à la Pagode. Et un soir, il m'a téléphoné en me disant « ça y est, ça marche, il y a 126 personnes dans la salle est pleine ». J'étais très content, je pensais que finalement, je pouvais même, que mon cinéma pouvait même faire un peu d'argent et avoir un public ordinaire, autre que celui des cinéphiles de la Cinémathèque française. Ensuite, je me suis dit que il fallait effectivement continuer dans la même voie que La cicatrice, puisque j'avais trouvé un petit public dans les cinémas d'art et d'essai. J'ai tourné une trilogie, j'ai tourné un film, un court-métrage qui s'appelle Athanor, toujours avec Nico, de manière à ce que ça se suive. C'était une histoire j'ai tourné comme d'autres chapitres de cette histoire. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai tourné Le berceau de cristal. C'était en 75, j'ai tourné Le berceau de cristal, qui était la fin de l'histoire, jusqu'à ce que la jeune fille se suicide. Dans le film, il s'entend. Et entre-temps, j'avais rencontré Jean Seberg, parce que j'étais ami avec Denis Berry, qui était son mari, et j'avais un projet de film en noir et blanc, parce que déjà, dès que je me trouve dans un système esthétique, je m'ennuie assez vite.
Alors par le jeu de la répétition des films de la trilogie, j'avais tout de suite fabriqué un autre système esthétique qui était qu'en fait je devrais essayer de faire un cinéma qui était beaucoup plus près de la réalité et qui rejouait sur, mettons, la psychanalyse freudienne. Dans la mesure où je m'étais un peu éloigné, j'étais tombé dans le symbolisme, ou comme disait Pierre Schaeffer, qui avait vu la cicatrice, tout de même un peu dans le héraldisme. Et alors donc j'ai retiré ça, j'ai retiré ma caméra vers la psychologie quotidienne, et puis j'ai fait un portrait de Jean Seberg, là, que j'ai tourné très très vite, et en ayant très peu d'argent, que j'ai financé moi-même en demandant simplement à des amis 500 francs à droite, 500 francs à gauche, et là c'est pas une expression que je dis, parce que je l'ai fait au pied de la lettre. Je demandais autour de moi, aux gens qui avaient un peu de moyens dans la vie ou dans leur métier, s'ils pouvaient simplement m'offrir une bobine ou 3 de pellicule en noir et blanc, et j'ai fait un film muet. Et puis moi j'ai trouvé beaucoup mieux de rendement, c'est-à-dire j'ai commencé à me poser une équation industrielle en me disant simplement, si un film coûte le prix d'une 2 chevaux et qui rapporte le prix d'une DS-19, il vaut mieux que je m'y adonne plutôt que des films qui étaient quand même des spectacles qui l'un dans l'autre rentraient dans leurs frais, mais ne me permettaient pas de vivre ou d'envisager avant très longtemps d'en tirer des bénéfices pour ma vie. Alors je me suis dit, industriellement, il vaut mieux que je fasse des films très peu riches. Et puis en plus, j'avais pas envie de poursuivre et de conquérir tout de suite. Là j'avais 23 ans, 24 ans, j'avais pas envie de conquérir le public dans une autre phase très rapidement. Je veux dire, j'avais pas envie d'aller sur les Champs-Élysées ou de fabriquer un petit monstre du spectacle. J'avais plutôt envie de me rabattre de nouveau dans l'underground, parce que je trouvais que c'était bien. Je trouvais ce que Andy avait fait pendant une quinzaine d'années avant d'arriver à percer. Je trouvais que c'était une manière très poétique de faire du cinéma. Alors donc je me suis rabattu, puis j'ai fait, après le portrait de Jean, là on arrive en 75, j'ai fait la même année où j'ai fini ma trilogie, j'ai fait un portrait de mon père. Toujours pareil, selon le même financement, quoi. Voilà, toujours pareil, il y avait pour le prix d'une 2 chevaux. Alors là j'ai tourné très vite, j'ai fait un système comme ça pour pouvoir tourner en tournant 2 heures dans l'après-midi, sans même avoir besoin de se mettre à travailler en mettant les bouchées doubles comme on fait pour un tournage. J'ai travaillé complètement d'une manière relaxe, et en fait ça a donné un film que je trouvais aussi industriellement juste, parce que il coûtait presque rien, et puis il continuait à avoir une petite portée comme ma trilogie, et en même temps utile pour moi, parce que c'était un portrait de mon père, puis comme j'aime beaucoup mon père et que c'est un acteur de théâtre que j'admire comme ça pour son intégrité, c'était encore une situation analytiquement juste. Et puis plus ça allait à cette époque-là, plus moi je me rapprochais de la caméra. C'est-à-dire là j'avais déjà la caméra entre les mains et j'étais presque tout le temps seul. De temps en temps j'avais un stagiaire que je formais, ou la plupart du temps j'étais seul. Je commençais à faire un cinéma de chambre à coucher où j'étais rigoureusement seul, soit avec un preneur de son, soit uniquement avec l'actrice ou l'acteur. Parce que en fait c'était pas utile de déranger des gens pour si peu, puis c'était pas utile je voulais pas exploiter les gens. Comme je faisais un cinéma très rapide, je me suis dit qu'il fallait. Et puis là par exemple je me suis aperçu qu'il fallait plus que j'édulcore mes montages. Je me suis remis sur les Hautes Solitudes et Un Ange passe à faire comme au tout début, à laisser le premier jet image. Et déjà ça me plaisait plus de nouveau, parce que je pensais de toute façon pour qu'un film soit très agréable, il faut qu'il soit très agréable à tourner. Je pensais qu'il fallait qu'il soit pas... je ne pense pas qu'un film pour qu'il sorte un tout petit peu de la société du spectacle et qu'il prenne une utilité dans la vie et des gens qui le voient et des gens qui le font, je pensais qu'il fallait qu'il coule de source beaucoup plus que
que le cinéma traditionnel ne lui en donnait la chance. Alors, donc j'ai rétabli le premier jet à cette époque-là de mes tournages, et derrière, ensuite, il y a Maria Schneider qui m'a demandé si, elle m'a simplement dit qu'un jour elle était prête à tourner avec moi, et je lui ai dit très bien, dans 8 jours, je veux bien le faire. Et là, je m'y suis mis, et je me suis inspiré vaguement d'une nouvelle de D'Annunzio, enfin d'un livre de D'Annunzio qui paraissait plus depuis, je sais pas, plus de 50 ans, parce qu'enfin, D'Annunzio était mort il y avait plus de 50 ans, et qui s'appelait Le Triomphe de la mort, et j'ai tourné Le Voyage Jardin des Morts. D'après ça, en fait, je me suis juste inspiré, servi de quelques pages, d'une dizaine de pages du livre. Pour la bande son, j'ai fait dire ces dialogues par Maria, et moi-même j'ai écrit une bande image qui était complètement différente de l'histoire, et je me suis dit par exemple, comme D'Annunzio était une personne qui avait quelque chose contre les pauvres, comme ça, qui avait ça appartenait quand même à toute une littérature comme ça, où il y avait des choses assez méchantes, comme je sais pas, une carriole qui écrasait la carriole des héros qui écrasait les pieds du peuple, enfin les pieds de gens pauvres comme ça, et puis il paraissait hideux à l'héroïne du roman. Je me suis dit, est-ce que je peux, comme à l'époque j'étais rentré dans une période dans la défense de l'art pour l'art, en pensant que tous les artistes sont des gens quelque part défendables, est-ce que je peux trouver simplement sur le dialogue amoureux, dans des livres qui sont complètement d'une autre idéologie que la mienne, quelque chose qui puisse coïncider avec ma propre éthique du monde. Et il s'avère que j'y suis arrivé parce que simplement en me basant sur le dialogue amoureux, quand je ne le dis pas à des amis par exemple et je leur montre Le Voyage Jardin des Morts, ils pensent que c'est exactement comme mes autres films, en leur montrant une série, que c'est moi qui ai écrit les dialogues, et que simplement en faisant un choix de texte approprié à l'intérieur du livre de Gabriel D'Annunzio, j'étais arrivé à ce qu'on prenne ça pour un texte écrit par un intellectuel de gauche, alors que c'était un texte écrit par un noble quand même très porté à droite. Donc j'ai vu qu'en fait en art, à part 2-3 réflexions politisées, le dialogue d'amour était quant à lui absolument le même dans les livres de droite ou de gauche. Alors à ce moment j'ai commencé à me dire que finalement les artistes c'était pas si important, c'était quand même une profession très à part, la bourgeoisie artiste, et qu'il n'y avait absolument pas de... Comme ils n'avaient pas des intérêts spéculatifs dans leur travail, il y avait une espèce il y avait une pureté qui de toute façon existait avant toute écriture ou tout film, et que c'est pas un sentiment politique qui faisait de n'importe quel artiste un ennemi sous prétexte qu'il appartenait pas au même bord que soi. Et ce film a été financé par la France? Alors ce film, non, je l'ai tourné. En fait, j'ai jamais été financé par l'avance, j'ai toujours tourné avant, et quand mes films ont été finis, j'ai eu l'avance sur recette, c'est-à-dire que j'ai tourné, puis j'ai montré les rushs à l'avance sur recette. Celui-là, je l'ai tourné avec de la pellicule périmée. Et je l'ai tourné, ça coûtait pareil, ça coûtait le prix d'une 2 chevaux. Simplement, comme je m'étais mis en scope couleur, je me suis retrouvé obligé d'aller demander l'avance sur recette dès que j'ai eu fini le film, sur les rushs, parce que j'étais incapable de me payer une standard couleur, une standard couleur ayant un très grand prix. Mais en fait, j'ai jamais demandé une subvention sur scénario. J'ai toujours demandé une subvention quand j'avais déjà tourné, parce que je pensais comme ça que ça n'influencerait pas ma manière de penser dans mes films, ma manière de faire du cinéma, parce que je voulais quand même rester relativement original, même par rapport à ma génération qui commençait à accumuler pas mal de films, hein, déjà vers 76, c'était ça. Puis alors derrière, j'ai aligné le film
le film à la manivelle qui était un autre court-métrage. Je me suis dit qu'il fallait quand même continuer à faire des films pour 3 fois rien, juste dans son milieu intime, comme souvenir. Et puis là, en 79, j'ai encore tourné un film là, que j'ai beaucoup plus écrit. Et je me suis j'ai voulu faire une tentative comme ça, de nouveau néo-réaliste, parce que j'ai l'impression que j'avais poussé un peu loin la velléité imaginaire dans mes images, et ça racontait plus grand chose. Alors je me suis dit qu'il fallait que je refasse un film néo-réaliste, et j'ai tourné L'Enfant secret il y a à peu près 3 ans de ça maintenant. Où là j'ai fait un film de 2h10 en 35 mm, où je me suis mis avec des très très jeunes gens. J'ai lâché la caméra de nouveau, je me suis mis avec des très jeunes gens que j'ai pris au son et à l'image, et en leur expliquant la technique, parce que je commençais à être assez aguerri en technique, j'ai pu avoir une image et un son traditionnel, comme ça, de plateau. Là j'ai fait un film néo-réaliste, ça j'ai fait avec Anne Wazemski, et je l'ai fait pour très peu cher, encore une fois, je l'ai fait pour 44 000 francs, j'ai fait le tournage pour 44 000 francs en 35, comme ça, un film de 2h10. Puis à la fin, quand j'ai fini, j'ai fait un montage, puis je l'ai montré à l'avance sur recette. Et puis le jury, comme ça, l'a vu, 2 jurys successifs l'ont vu par 2 fois. Et finalement, ils ont décidé de m'allouer une avance qui me permettait de me sortir une standard, ce que je ferai un jour quand ils me donneront cette somme. J'aurais voulu revenir là à la question du tournage de La Cicatrice. Tu dis que c'est un tournage qui a duré 2 ans. Oui, il y a eu 4 tournages donc. C'est un film qui... Est-ce que tu as envoyé le bout, ou tu te demandais si tu allais le finir? Non, je l'ai fait par étapes. Je l'ai fait par étapes. Toi qui as tourné des films très rapidement, ça devait être vraiment long, non? Oui, mais j'ai pas tourné pendant 2 ans. Simplement, je louais une caméra comme ça, une fois 8 jours, une fois 5 semaines, une fois 3 semaines, et une fois 2 semaines, et puis... Tu trouvais pas le temps long, non? Bah, c'est-à-dire que j'étais obligé, parce que comme je faisais mon premier film couleur en extérieur, ça coûtait assez cher, j'étais obligé de m'arrêter pour des raisons économiques. C'est-à-dire que je tournais un quart d'heure, puis je m'arrêtais, je montais ce quart d'heure, je le projetais, avec le premier quart d'heure que j'avais tourné, je trouvais le financement de la suite, et c'était une manière, productive de tourner un film en couleur en extérieur. Le fait que ça soit étalé sur une si longue durée, est-ce que tu te demandais si tu allais le finir un jour? Non, c'était un peu harassant parce que c'était le début des années 70 et c'était assez compliqué parce qu'il y avait une politique élitiste, artistique, il n'y avait pas du tout une politique libre-penseur, hein. C'était plus comment faire sa vie et l'art, c'était vraiment certains styles prédominaient et on a commencé à... il y avait une résurgence des thèmes pompiers dans l'air, on a commencé à peindre des arènes avec les gladiateurs, et les Romains et les jeux du cirque, hein. Il ne s'agissait pas d'être impressionniste. Hein. Alors c'était compliqué pour ces raisons-là, c'était très difficile le début des années 70 pour l'art, parce qu'il y avait c'était le début de l'idée d'art officiel, hein. Dans notre génération il n'y avait pas avant l'art officiel, avant il y avait... Tout était construit à l'emporte-pièce, comme ça, par bonheur d'exister et par bonheur d'avoir choisi l'art. Et alors donc il y a eu une espèce c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'idéologie du travail artistique qui est née et tout ça, ça coïncidait avec cette époque, c'était plutôt quelque chose qui était... c'est une manière que de se tenir à gauche, et de pouvoir exister quand même comme artiste, et puis... en même temps, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à constater la raréfaction des moyens absolus par rapport à la moitié des années 60. C'est-à-dire que plus ça avançait, plus les moyens se raréfiaient, et plus ça devenait un imbroglio inextricable pour arracher une boîte de pellicule développée ou un son piqué sur une bande magnétique 35, c'est quand même l'époque où c'est pour ça d'ailleurs, sur ça peut-être beaucoup plus de gens dans notre génération auraient tourné, mais finalement s'il y a que, je sais pas, Jacques Doyon, Chantal Ackerman, André Téchiné, Benoît Jacot, Jean-Michel Barjol,
notre regretté Jean Eustache, et puis je sais pas, Werner Schröter et des gens comme ça qui ont tourné des films. C'est peut-être parce que justement il y a eu cette politique, alors il y a eu que les très grands passionnés comme ça qui se sont adonnés à l'art en faisant plier la pellicule, ce qui était compliqué parce qu'il y avait quand même une c'était l'Arc-Pompier et le Grand Palais qui triomphaient, c'était plus la Cinémathèque française, c'était quand même très très difficile de faire valoir ses dons et ses talents. Alors ça correspondait à cette démarche, un tournage fragmenté, ça correspondait en fait à ce qui se passait historiquement dans la vie des artistes, quoi. C'était parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était comme le fait de trouver comment, au lieu de s'acheter une Volkswagen ou une 2 chevaux, tourner un film en 35 mm de 1h20, c'était aussi soit le tourner muet, soit le tourner en une semaine, continuer à faire du noir et blanc. C'était une manière de résoudre la question des politiques répressives ou comme ça de la néo-censure de l'époque. Mais à l'époque de la cicatrice, que tu racontais à Digne que tu t'étais retrouvé, que tu avais essayé de fracturer la Villa Médicis, là. Ah oui, ça c'est quand j'étais dans Rome. C'est quand j'étais dans Rome. Oui, c'est quand j'ai eu une dépression nerveuse. Oui, non, il m'est arrivé. Quand j'ai fait mes films, il m'est arrivé pas mal d'accidents dans ma vie quand même. Je veux dire, moi j'ai fait un travail à la fois de metteur en scène et en même temps de technicien de mes films. J'ai manié les machines de montage moi-même, les caméras moi-même. J'ai fait beaucoup de films sans assistant. Je me suis pas mal blessé. Je veux dire, là, j'ai quand même 3-4 blessures qui me laisseront toujours des cicatrices. Ça, c'est quelque chose c'était quand même c'était assez aberrant. D'ailleurs, on avait sur l'écran un espèce d'art complètement paisible, notre génération, comme ça, un peu lyrique et sans armes et tout, et puis en même temps dans la vie on avait quand même c'était quand même assez compliqué d'approcher une usine ou de manier des caméras ou de manier des tables de montage. C'était pas sans heurts. Je veux dire, on était quand même on vivait pendant des époques où les artistes qui pesaient 40 kilos et qui étaient comme ça suspendus au manche d'une caméra avaient très très souvent des ennuis, soit avec des gens violents, soit avec les forces de la répression qui ont toujours fait ça dans différentes époques. Hein. Dali, on l'a toujours accusé d'être un fou. Enfin, il y a des rapports qui disaient que Dali était un fou quand il était jeune, je veux dire. Et ça, c'était pas nouveau, simplement il y a eu une résurgence comme ça de la violence contre les artistes qui vivaient d'une manière bohème. Alors ça, c'est les conséquences simplement de la bohème, le fait d'avoir été la cible de pas mal d'actes violents. Ça, c'est la vie d'artiste, c'est la vie d'artiste quand on traverse des époques difficiles. Hein. Les années 70, c'était les années italiennes, hein. C'était peut-être plus facile, je sais pas, moi, pour des Italiens que pour des Français. C'était pas vraiment... les jeunes Français, ils paradaient quand même pas avec leurs caméras, ils faisaient quand même ça dans leur coin, et puis il s'agissait de fabriquer tout... dans l'ombre, en même temps, ils ne racontaient pas beaucoup leur vie, hein, par rapport à ce que... C'est difficile, on pouvait difficilement tenir des journaux de bord, parce que il fallait gagner de l'argent un tout petit peu pour survivre, donc ils étaient obligés de faire un numéro spectaculaire, de faire de la belle image, et de faire de la jolie musique et tout ça, et pendant qu'ils faisaient ça avec très peu de moyens, ce que beaucoup de gens ont fait, quelle que soit l'idéologie de leur famille, hein, c'est quelque chose qui était très très au-delà des idéologies résistantes de l'époque. C'était, il y avait la violence contre l'art était réelle, l'art n'était pas protégé, l'art avait, je sais pas, on cite toujours, il y a eu 9 ministres de la culture qui ont défilé, je veux dire, c'était... Moi, j'ai même reçu des lettres de censure à la maison, on me demandait de changer la réalisation de mes films, parce que un de mes films, Le Voyageur d'un est mort, parce que ça paraissait morbide. Moi, je pense que quand même, on a traversé une époque assez rude. Je pense que je souhaite vraiment que ça se reproduise plus jamais, quoi. C'est quelque chose. Alors, ça allait avec ça, ça allait avec le mépris pour l'art qu'il y avait. Alors bon, maintenant, c'est comme maintenant ça
Enfin, c'est des choses que j'avais bien entendu les artistes de la génération précédente dire qu'ils avaient connu des époques très difficiles, puis je me rendais bien compte, comme ça, en regardant les premiers Godard, je ne sais pas si on voit, par exemple, Le Petit Soldat, comme ça, il y a des plans comme ça dans Genève où on se rend bien compte qu'ils vivent des choses très difficiles, et puis qu'ils ne peuvent pas vraiment parler, et puis qu'en même temps, ils font, je sais pas, des gens qui sautent dans une voiture, des gens qui font vite, des photographies qui se prennent d'un trottoir à l'autre, des choses comme ça. On se rend bien compte qu'ils vivent des choses qui sont assez périlleuses. Mais ça, c'est des choses que notre génération a vécues maintenant. Je veux dire, mais là, l'histoire de l'hôpital psychiatrique, c'était pendant le tournage de la cicatrice, ça? Ça, c'était, ouais, après le premier tiers de la cicatrice, à peu près. Moi, j'ai eu une dépression nerveuse, j'ai craqué de fatigue, quoi, simplement. J'ai craqué de fatigue. C'était comme... c'était normal d'ailleurs, parce que il fallait que je manie des caméras 35 mm, j'avais 21 ans, je maniais des caméras américaines de grand format, je tournais avec des sommes qui étaient, je sais pas, le centuple de ce que j'avais pour vivre. Alors c'est logique qu'à un moment, cette espèce de déport à l'extérieur de soi ait fabriqué une telle fatigue que nerveusement, à un moment, j'ai craqué, puis j'étais obligé de me faire 3 semaines de traitement pour dépression nerveuse de manière assez sérieuse, comme j'avais une dépression nerveuse. Mais enfin bon, beaucoup d'artistes ont eu des dépressions nerveuses. Hein. C'est quelque chose, c'est pas tout venant de l'artiste, mais enfin je veux dire c'est quelque chose qui est assez courant dans les biographies d'artistes qu'à un moment, quand on a un vent debout comme ça, il y a pas mal de gens qui soient pas de familles très fortunées, qui craquent pour des raisons de misère, des raisons de trop grand travail, des raisons d'absence de vacances et des choses comme ça, comme de temps en temps des artistes par passion s'adonnent à l'art sans réfléchir, hein, avec beaucoup de... Alors bon, c'est pas très important, hein, je veux dire maintenant, faut pas... Je pense pas qu'il faille se retourner, quoi, mais c'est des choses qu'on peut pas comprendre quand on est très adolescent, que par exemple les gens de théâtre et la nouvelle vague, tout ça, disaient que non, ça avait été très compliqué en fait de passer à bout de souffle à Pierrot le Fou, ou des 400 coups la sirène du Mississippi. Voilà, la sirène du Mississippi. Et en fait, maintenant j'ai assez bien compris. Je veux dire qu'il y a quand même... c'est pas que l'art est difficile en soi, c'est que toutes les époques épousent pas l'art. Et si par hasard il y a un divorce entre une république et l'art, alors les artistes sont vraiment des gens très visés socialement et très tenus comme ça à l'écart, comme étant hormis les 3 semaines ou les 2 mois ou les 6 mois où un film ou une exposition d'un des leurs triomphe, le reste du temps ils sont quand même ils vivent reclus et ils connaissent quand même pas mal de difficultés matérielles. Alors ça c'est peut-être ce que notre génération a traversé maintenant. Hein. C'est quelque chose que je suis pas sûr, mettons, si j'élevais ou si je gardais des enfants, que j'oserais leur conseiller d'être artiste à cause de ça. Quand j'étais petit, j'avais une espèce de sûreté dans le fait que l'art était le moindre des mots et que c'est ça qu'il fallait faire, tout simplement parce que c'était la plus belle profession et en plus c'était quelque chose qui était absolument pur d'intention et magnifique de fabrication. Peut-être maintenant je réfléchirais davantage si j'avais à élever des enfants ou à les garder ou alors faire un cours quelque part, je veux dire. Et le film avec Léo, tu l'avais tourné en 3 jours? La concentration. Oui, ça c'était un tournage ininterrompu, en 3 jours, dans un studio. Tu avais loué un studio? Oui, j'avais loué un studio qui n'était pas très grand, c'était un petit studio. Et je m'étais assis sur c'est le premier film que j'ai fait assis sur un fauteuil de metteur en scène. J'avais 20 ans et c'était juste pour... je sais plus, j'aime pas... pourtant là j'avais les moyens, parce que c'est un des 2 films où j'ai eu une mécène, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je sais pas, j'aime pas l'idée de
dépenser des sommes faramineuses pour le cinéma quand on n'en a pas l'inspiration, c'est une chose qui me paraît un peu capricieuse. Alors là, j'avais pas d'autre envie que de faire un film en champ clos comme ça, avec juste 2 personnages. Alors c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement, simplement pour clore très rapidement la gageure de 1h30 de pellicule, en racontant sinon une histoire, du moins un point de vue philosophique. C'est quelque chose qui était... Je savais de toute façon que c'était pas voué à faire des grandes salles. Alors donc je me suis dit, il ne faut pas que ces choses, il ne faut pas qu'il y ait de l'argent jeté par les fenêtres. Je vais le faire avec très peu, donc très vite, parce que c'était la manière la plus adéquate, que la rapidité du tournage pour faire des films à petit budget simplement. Que ce que j'ai résolu après plutôt par l'histoire du muet ou du film musical, c'est-à-dire que en fait il y a plusieurs manières, je pense, et on pourra en inventer sans doute beaucoup d'autres, que de faire des films avec beaucoup moins d'argent que les tournages traditionnels. Simplement il faut trouver quelque chose qui soit pas gênant pour soi, comme je sais pas, peindre en 2 couleurs dans la peinture ou des choses comme ça. Enfin c'est très superficiel, hein. Je veux dire, par exemple, dans la peinture, il y a une méthode qui s'appelle la tempéra, qui consiste à passer 2 couches pour donner l'impression de la nature et de la chair dans les personnages. Alors, mettons, les artistes très riches, ou dans des époques très riches de la peinture, parce qu'il n'y a pas vraiment d'artistes très riches, mais enfin, du moins dans les metteurs en scène ou chez les peintres, iront, je sais pas, jusqu'à, comme disait Vinci, la feuille d'or, quoi. C'est-à-dire ils iront jusqu'à placer de la feuille d'or sur leur tableau, puis d'autres simplement s'arrêteront à la tempéra, qui est une méthode qui se transmet depuis la Renaissance, donc qui est pour peindre les corps à l'image de la nature. Ils s'arrêteront à la tempéra des corps, ils ne font pas la tempéra par exemple sur le paysage, ils feront juste les chairs peints à la tempéra, et puis le paysage peint à plat à l'huile. Et simplement par économie de temps, économie de peinture, économie donc de besoin de subsistance pendant la fabrication du tableau. Et en fait c'est simplement cette manière d'inachever les toiles qu'il faut inventer dans le cinéma, de manière à pouvoir tourner pour peu d'argent. C'est ce qu'ont fait les modernes dans la peinture quand ils ont traversé les guerres avec un chevalet, c'est-à-dire qu'ils ils ont gardé juste quelques traces de la technique classique dans leur manière, et en même temps ils en ont abandonné un certain nombre d'autres parce que c'était trop coûteux, simplement pas parce que ça leur faisait immensément plaisir, mais parce que c'était une manière il fallait mieux le faire plutôt que ne pas pouvoir en voulant continuer la peinture avec la technique de la Renaissance qu'avait inscrit Vinci dans son livre, dans son traité de peinture, et que un peu avant Latour avait commencé à faire, et puis qui s'était perpétué jusqu'à nous par l'initiation orale, comme ça, entre les peintres. Alors donc au cinéma c'est un peu pareil, c'est-à-dire que en fait on est obligé d'abandonner, même nous par rapport à la nouvelle vague, on est obligé d'abandonner. Il ne s'agit plus seulement enfin dans différentes époques de nos vies, on est obligé d'abandonner même l'idée d'un tournage synchrone, même vécu à l'extérieur, la caméra sur l'épaule. À un moment ça allait encore plus vite, par exemple, de faire un tournage muet. Bon, bah, c'était simplement d'abandonner le son en route parce qu'on n'avait pas les moyens de faire du son, et puis c'était juste rendre plausible le cinéma, puis parce qu'on était trop jeunes, parce qu'on ne voulait pas nous confier des sommes suffisamment importantes, puisqu'on était quand même une génération qui avions tourné beaucoup plus tôt, peut-être 10 bonnes années avant la génération de la nouvelle vague. Alors donc c'est simplement ça, c'est juste l'abandon de certaines phases de la technique classique pour pouvoir donner une existence à des films, comme en peinture à des tableaux. Mais je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit, hormis pour quelques toiles comme ça qui se plaisent, je sais pas, comme la psychanalyse, comme ça, qui a défriché des portions de savoir, je pense pas que ça soit
parce qu'il y a une nécessité de faire quelque chose de réellement nouveau. Je pense que c'est très souvent parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, qu'on fait des films inachevés au sens formel, parce que formellement une chose n'est pas très importante pourvu qu'elle se lise et qu'il y ait le point, qu'elle s'écoute sans trop briser les oreilles et qu'il y ait le point. Je veux dire, il n'y a pas à tenir différentes manières de mixage traditionnel ou de photographie et de cadre traditionnel, pourvu qu'on y voit quelque chose suffisamment pour qu'on puisse suivre, parce que c'est là qu'il faut trouver les marges du plausible pour produire. Je dis ça pour si des jeunes gens, enfin ou des adolescents plutôt, parce que nous on est des jeunes gens, se posent le problème de comment tourner aujourd'hui un film, son premier long métrage ou son premier court métrage. Il faut simplement composer avec ce qui vous est, avec la proportion qui vous est offerte par son âge et par son entourage et par le contexte historique dans lequel on se débat avec sa caméra, ou au contraire avec lequel on s'harmonise si on est, comme je pense aujourd'hui, avec le changement dans un contexte qui est bon pour les artistes, simplement. Et Marie pour mémoire, il y avait bien... c'était à l'époque où tu étais assez proche de Godard. Ah bah, de toute façon, moi je ne pense pas du tout que je sois une figure de proue dans le cinéma comme Godard est dans l'histoire du film, ou comme, je sais pas, ou comme Daniel Cohn-Bendit dans l'histoire de la littérature avec le gauchisme remède à la maladie sénile du communisme ou le grand bazar. Je pense pas du tout que je sois une figure de proue. Moi je sais pas, je voulais dire, Sophie, Marie pour mémoire, on sent qu'à ce moment-là tu étais assez proche de Godard. Enfin, tu le connaissais bien à l'époque. Bah, j'avais tourné une émission sur lui à la télévision l'année précédente. J'avais tourné une émission où il y avait Godard et Jean Eustache et Barjol, donc. Et donc j'avais filmé sur le plateau de week-end 2-3 jours de suite, comme ça. La manière dont il dirigeait derrière sa caméra, derrière Saint-Michel, la manière dont il dirigeait. Alors, je me rendais compte que par rapport à ce que je connaissais des plateaux de cinéma de par mon père, quand même tout était fait sur le plateau par rapport aux autres films. C'est-à-dire c'était quand même c'était une chorégraphie qui était... enfin, je pense que c'est ça qu'on appelait l'improvisation, à part la rapidité à laquelle se déroule psychologiquement l'histoire chez Godard, qui est une rapidité, on pourrait dire, à traverser la manière dont c'est la rapidité dont son récit traverse le temps, simplement. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a un ralentissement du vocabulaire, et puis il y a en même temps une très très grande accélération de décision. Et à part la rapidité donc de ces formes de narration, ce que j'avais vu quand même, c'est qu'il composait beaucoup plus son film sur le plateau que toutes les autres mises en scène. Alors oui, on peut dire dans ce sens-là, dans la mesure où je tournais avec, je sais pas, 1 page et demie d'écrite, c'était quand même, c'était par cette observation que j'en étais arrivé là. Mais en même temps, ce qui met un point final à mes films bien avant que les films de Jean-Luc Godard aient perdu leur utilité, c'est le fait qu'ils se débattent dans la question de l'art et de cet art et de la vie des artistes et du fait que je suis le fils d'un artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce ne sont pas des films qui ont des vertus sociales
profondes, c'est simplement comme sont juste des symboles de la liberté d'expression maintenus malgré les différents conditionnements qu'on traverse. Mais je pense pas que c'est des films qui sont un peu des cercles ophidiens, sont un peu des serpents qui se mordent la queue. Ce ne sont pas des choses qui peuvent être prises en exemple moralement ou donner envie à d'autres de vivre. Hein. Ça peut donner peut-être envie de faire des films ou des choses, mais ça reste un peu attaché à l'histoire des artistes plus que à l'histoire de notre société. C'est pour ça que je pense que c'est pas... ce message, je le savais, de toute façon je me rendais compte que c'est depuis le début que je pouvais juste avoir c'est pour ça que qu'il faut peut-être que je m'adonne plus à des chants oniriques, c'est parce que je peux simplement présupposer pour le plaisir de penser quelque chose. Un trajet ou le parcours amoureux d'un couple ou d'un jeune homme ou de plusieurs couples, ou d'une jeune femme ou d'un père et de son fils. Mais enfin, je veux dire, ça reste quand même le pourquoi de quelques individualités que sont les artistes dans la capitale et point, quoi. Ça a pas de, je pense pas que ça ait de grande vertu pour je sais pas, pour un médecin ou un avocat ou un architecte. Je veux dire, la quasi-totalité de mes films, je crois pas qu'ils aient de grande vertu pour peut-être comme ça tous les 10 ans, peut-être il y a peut-être quelque chose qui, de par l'accumulation de vécu, à un moment signifie quelque chose pour d'autres, mais sinon c'est un peu trop, c'est le problème de l'art pour l'art qui les cerne. C'est la question de l'art pour l'art qui les cerne. C'est pour ça que ce ne sont pas des choses éminemment révolutionnaires, ce sont juste des choses, c'est des choses de libre penseur plutôt que des choses révolutionnaires, bon, si j'en regarde ma collection aujourd'hui. Et en ce qui concerne Athanor, il y avait une première version qui avait été montrée qui durait 45 minutes, et le film maintenant fait plus que 20 minutes. Ah oui, non, c'est parce que j'ai monté le film devant des salles. J'ai monté le film devant des salles, c'est-à-dire je suis parti depuis les rushs, puis j'ai laissé des gens voir le film en même temps que moi j'accomplissais le montage. Et comme à cette époque je pratiquais une décoration assez forte de mes peintures, il y avait une sélection très appuyée comme ça qui suivait chaque tournage. J'ai simplement fait face à des gens à la Cinémathèque française ou à Avignon, et donc c'est pour ça que des gens ont vu les différents stades jusqu'à ce que j'arrive à faire un court-métrage comme ça de 20 minutes qui faisait donc la deuxième partie de ma trilogie. Et c'est pour ça que des gens ont dit dans 2-3 journaux spécialisés: ah, mais c'est un film qui a subi différents montages. En fait, il n'y avait pas différents montages, c'est simplement que je me suis adonné à peu près au montage du film pendant 1 an et que je l'ai laissé projeter à différentes étapes de mon montage. Et comment se fait-il que à ce moment-là tu as voulu faire un film beaucoup plus court? Parce que de toute façon c'est un film qui est, les 3 films, La cicatrice intérieure et Athanor, version César, c'était 3 films qui étaient faits pour être projetés ensemble. C'est des films qui sont faits pour, je les ai groupés à la Cinémathèque de Méry-Merson pour cette raison-là, c'est parce qu'en fait ils sont faits pour être projetés ensemble. Parce que comme de toute façon je ne pouvais pas produire un film de 3 heures ou 4 en couleur, je me suis dit que c'était le moyen que de faire une histoire qui suivait chapitre par chapitre en faisant 3 films successifs. C'est ce que j'ai fait, et j'ai simplement gardé la même actrice et j'ai fait en sorte que c'était comme la suite des aventures de ce personnage. Athanor, c'est tourné au Mexique, c'est ça? Athanor, non, c'est tourné à Paris, en Alsace et dans le bâtiment de Nicolas Ledoux qui se trouve à Jaurès-Stalingrad, et sont nés en Alsace,
toute la dernière partie du film, c'est en Suède. C'est au nord de la Suède, c'est à Kiruna. Ça se trouve Comment ça, au bord de la Baltique. Quand même, il y avait une recherche des couleurs qui me guidait et des différentes natures. C'était très géographique comme manière de procéder parce que il y a des films de la trilogie qui se passent en extérieur et il fallait que j'aie tout le temps devant moi, que j'ai des paysages pour peindre, puisque sans arrêt ce sont des personnages qui sont peints sur des fonds de paysages, que j'ai des paysages avec des grands espaces simplement. Alors donc à un moment j'ai fait la route vers le nord, quoi. Je suis monté jusque là où il y a les Lapons. À ce moment j'avais vu qui a écrit Les Derniers Rois de Tulé, Jean Mallory, qui est un spécialiste des langues arctiques. Et il m'avait dit qu'en fait j'avais été à peu près le plus haut où je pouvais aller sans... Après j'aurais eu des problèmes qui relevaient plus de l'humidité, qui relevaient vraiment des grands froids. Et en fait j'aurais pas pu tourner avec des acteurs ordinairement vêtus beaucoup plus au nord, quoi. Ça c'est au-dessus du cercle polaire arctique. Toute la deuxième partie du film c'est au-dessus du cercle polaire arctique. Et puis j'étais parti en fait du bâtiment de Nicolas Ledoux au tout début du film, quoi. Mais oui, non, c'était des films qui étaient très... c'était comme des peintures à l'huile, c'était des choses il y avait une recherche de style très très précise et c'était ce qui m'accaparait beaucoup à l'époque. Maintenant, je suis plus préoccupé du sens des films et du fait de dire comment on vit ou enfin c'est quand j'ai fait une étude de la peinture parallèlement au musée du Louvre parce que j'habitais près du musée du Louvre à l'époque. J'ai fait une étude parallèlement de la peinture du musée du Louvre et des livres de Freud sur le rêve. Alors à ce moment-là je me suis dit bon, je vais essayer de faire une peinture un peu justement parallèlement aux peintres. Ça se voudrait trouver une manière de peindre des personnages et un paysage qui est plus qui imite plus la nature que ce qui avait été fait jusque-là. Mais ça c'est vraiment d'avoir 20 ans, hein, de tout d'un coup de s'enticher d'une technique et en même temps que d'une esthétique. Oui, alors je pense pas que c'est des choses qui me tenteraient aujourd'hui si je m'emparais d'une caméra. Je pense que je serais plus je voudrais plus parler aux gens ou me poser. Bien sûr que le peuple, mettons, ça on l'a vu avec le théâtre de Jean Vilar, mettons, à l'époque où Vilar jouait, je sais pas, la Résistible, enfin, où jouait Giraudoux par exemple, on a vu que le peuple il aime bien que les choses soient belles. Mais quand Vilar jouait la Résistible et l'Ascension d'Arthur Roville, quand même le peuple préférait ça parce que il y avait des ouvriers, mettons, qu'il allait chercher en car. Ça, c'est quand j'étais petit, j'étais abonné au TNP. Et ça, aujourd'hui, ça m'attire beaucoup plus. C'est-à-dire comment des gens comme Vilar, ils sont arrivés à faire venir des ouvriers et des bourgeois mélangés dans une salle et faire que tout d'un coup, une pièce de théâtre leur soit utile et que tout le monde, à la fois, passe un moment très agréable et en même temps en tire des choses pour sa vie. Et comment des enfants pouvaient voir ça, je me rends compte que c'est quand même... effectivement, c'est peut-être pas le projet qu'on a à 20 ans. À 20 ans, quand on est un fils de bourgeois, même de très 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 petites conditions, on est plus préoccupé de l'esthétique que du problème de l'utilité des œuvres. Alors que maintenant, les choses qui me tiennent à cœur sont plus des choses qui m'emballeraient ou qui
pourrait faire venir de l'enthousiasme pour des raisons profondément morales ou profondément ou des causes comme qui appartiennent à la justice des raisonnements ou à la justesse des raisonnements, ce sont des choses qui me tiennent beaucoup plus à cœur aujourd'hui qu'à l'époque. J'étais plus en train d'essayer d'inventer une manière formelle de plus de dire 20 fois je t'aime, ou comme on fait quand on a 20 ans. C'est logique, c'est assez passionnant. La question de l'art, c'est une question assez passionnante. On peut se perdre dans l'art, ça suffit presque à soi-même, à montrer des œuvres à des artistes des 7 autres arts. Il naît tellement de passion et de choses juste dites qu'on peut passer une bonne partie de sa vie à s'adonner à l'art comme un monde clos et totalement coupé du reste. C'est logique. Ça, je pense que c'est d'avoir 20 ans. Et maintenant, non. Maintenant, oui, je voudrais faire des choses qui seraient inutiles, qui pourraient être comprises qu'avec une certaine culture, qui viendraient juste s'inscrire à la pointe des mouvements d'une époque, pour des raisons de textes respectés, ou de textes inventés, ou d'images respectées ou d'images inventées dans la tradition des sujets, parce que très vite, il apparaît qu'on châtie des sujets plutôt qu'on invente. Ce sont des choses qui m'excitent moins l'esprit que la question du faire savoir, c'est pas une question d'actualiste, mais c'est quand on sait faire du cinéma, on pourrait dire au sens quand on sait faire du cinéma pratiquement, c'est-à-dire quand on sait tenir une table de montage et une caméra, vient un moment où on n'a plus envie de s'en emparer si c'est pas pour dire des choses, parce que il n'y a plus à manier une caméra ou à faire avancer un ruban sur une table, il n'y a plus de plaisir en soi. Il y a plus de... Alors qu'au début, c'est logique, on aime le goût de la peinture à l'huile dans les tubes. Hein. C'est quelque chose qui est très physique, c'est très agréable de sentir la toile qui est tendue sur le cadre, comme ça, qui résiste un peu en même temps qu'elle cède sous le pinceau et la couleur. C'est l'apparition du motif. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont très excitantes pour les sens et pour l'imagination. Mais très vite, quand on sait servir des machines, son inspiration cherche vers l'utile au bout d'un moment. Enfin, très vite, au bout de quelques années, mettons. Oui. Mais à l'époque, donc, tu étais très proche de la peinture, mais tu étais aussi très proche de la musique. Par exemple, dans la 3e partie de la trilogie, avec la musique d'Ashra Temple, ils ont conçu la musique spécialement pour le film. Oui, la moitié des morceaux à peu près, ça a été conçu pour le film. L'autre moitié, c'était des choses qu'ils faisaient à l'époque. Puis comme c'était des gens de mon âge, il y avait une espèce et comme Nico qui jouait était musicienne, et qu'il y a quand même pareil dans la musique, il y a des percées qui sont faites comme ça même à l'intérieur de la pop musique ou de la musique moderne. Il y a toujours à l'intérieur des choses qui n'apparaissent que si on se met à se tenir au pied de la scène. À ce moment-là, ça apparaît. Si on se tient au pied de la scène comme ça, souvent je suivais Nico en tournée, parallèlement à la fabrication des trois films de la trilogie, et effectivement je me rendais compte que c'était comme le jeune cinéma. Il y avait des mouvements, il y avait des choses qui apparaissaient, il y avait
certaine manière de sonorité, comme ça, avec tout ça pour arriver à à dire les choses harmonieusement ou amoureusement d'une manière enthousiaste ou poétique. Il y avait quand même, je percevais ce mouvement-là à l'intérieur de la pop musique du début des années 70. Je suis quand même arrivé à peu près à comprendre que c'était en fait la musique classique de notre époque et que il y avait une profusion comme ça de disques et de morceaux et de chansons qui étaient composées, mais qu'en fait, à l'intérieur de ça, il y avait vraisemblablement les grands compositeurs de notre époque. Alors, est-ce que je savais dire lesquels étaient ça? Non, c'était moins facile que dans le cinéma, parce que dans le cinéma, comme je rêve de films et de cinéma sans arrêt, j'étais aidé par une forme d'instinct, alors que dans la musique, c'était simplement du discernement. Mais enfin, je suis arrivé à comprendre que ce qu'a été le passage de la fin des années 60 et du début des années 70 dans l'histoire de la pop musique occidentale. Et en même temps, je me suis jamais complètement... parce que c'est un public très très différent, le public de la pop musique, c'est un public très 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 différent du public du cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout les mêmes gens dans les salles de cinéma qu'il y a dans les concerts de musique aujourd'hui. Alors, par exemple, il y a un film qui est admirable qui s'appelle Reynaldo et Clara de Bob Dylan, qui est un film qui dure plus de 3 heures comme ça. J'ai vu, j'aime beaucoup, et j'avais vu la version longue d'ailleurs à Cannes à l'époque. Et ça, c'est un très 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 grand film, parce que enfin, moi je trouve que c'est une très belle mise en scène, par exemple. Moi aussi, j'avais beaucoup aimé. Et moi je pensais que ça allait devenir quelque chose d'absolument reconnu par les gens de cinéma. Et en fait, il y a des parois très très étanches entre le monde de la musique et le monde du cinéma. Et par exemple, il faudrait demander à des gens de la nouvelle vague, mais je pense pas que qu'il y ait eu un rapport entre ces deux mondes qui soit établi à propos de ce film ou d'autres films. C'est-à-dire que les quelques films, par exemple, qui ont drainé le public de la pop musique, comme Easy Rider ou Reynaldo et Clara à une moindre échelle, c'est quand même des films isolés du reste de la distribution. Hein. C'est la scène internationale qui en a été spectateur. C'est pas la même scène que la scène cinématographique. Il y a quand même un cloisonnement entre les 7 arts qui est vrai. Hein, je veux dire, parce qu'en fait, on pourrait très très bien, je sais pas, dès qu'on voit une fondation comme la fondation Mecte, par exemple, à Barcelone, il y a des tableaux en même temps qu'une salle de projection. Il y a pas la fondation Mecte, la fondation Roi Miro, qui est une fondation qui est un très bel bâtiment de très belle architecture avec des expositions de tableaux. Où moi j'avais vu comment Roi Miro il attaquait ses toiles au lance-flammes comme ça, parce qu'il, bien que très âgé, il gardait comme ça une espèce de... Il aimait bien l'attitude du peintre autant que le tableau lui-même, encore que ça donnait des choses qui étaient assez sauvagement belles. Il y avait une salle de projection et c'était très agréable l'idée de la peinture et de cette architecture de la fondation Roi Miro à Barcelone et des projections de films. C'est quelque chose qui était très agréable, le rapprochement de ces trois arts. Et c'est peut-être ça qui manque, qui est une idée, je ne sais pas, qui peut naître quand on lit Charles Fourier, ou quand Breton parle de Charles Fourier, et quand on parle du Nouveau Monde amoureux, ou enfin de toutes les utopies comme ça, socialistes de l'écriture, pour se redonner du courage. Ça, c'est une chose qui pourrait être peut-être plus concrétisée, l'idée qu'il y aurait des écoles très
révolutionnaire où il serait question des 7 arts à la fois, et où il pourrait y avoir un échange entre les gens qui sont passionnés d'architecture et les gens qui sont passionnés de cinéma. Et moi je compte très souvent y aller 7 arts, et pour moi la psychanalyse, parce que la psychanalyse c'est quelque chose qui m'a complètement ouvert à la question du rêve, au fait de noter ses rêves, après au fait de les noter à l'image même, dans des films, et que c'était une manière de scander le temps, la notation de ses rêves, qui était beaucoup plus harmonieuse que ne peuvent l'être les montres ou les calendriers. Mais rien qu'entre les 7 arts, il y aurait vraiment besoin que s'établisse un rapport. Et il n'est pas vécu, ce rapport. On peut associer 2-3 arts comme ça à sa connaissance, s'y livrer en tant que spectateur, mais on voit mal où il peut y avoir une rencontre entre des artistes de différents arts vécus. Parce qu'il n'y a pas de lieu, parce qu'il n'y a pas de tradition d'échange, parce que on se pose tout le temps la question de la production des œuvres et jamais la question de comment comment les lire. Alors mettons le musée d'art moderne, c'est le musée d'art moderne. La Cinémathèque française, c'est la Cinémathèque française. On peut faire les 300 mètres qui parcourent le musée d'art moderne de la Cinémathèque française. Il y a quand même, ça appartient pas au même rêve, il y a quand même un péril qui existe sur le trottoir qui mène de l'un à l'autre. Il n'y a pas de question commune au 7 arts, et ça c'est, ou de lieu commun au 7 arts, et ça c'est assez dommage, parce que c'est une chose qui pourrait apparaître que soit comme par exemple Henri Langlois qui voulait faire une université du cinéma, soit par exemple les écoles simplement de peinture, comme je disais tout à l'heure, qui sont des écoles de salon, se transmettent des techniques, par exemple. J'ai appris, je sais pas, un cinéaste de notre génération, il ne connaît pas la peinture de notre génération, par exemple. Et pour peu qu'on amène des peintres devant les projections, on peut, par exemple, se mettre à filmer parallèlement à leur peinture, ou pareillement pour les groupes pop, on peut se mettre à filmer parallèlement à leurs enregistrements et concerts. Et là tout de suite on voit qu'il y a une espèce il y a une difficulté extrême à joindre deux mondes. C'est des questions, c'est à cause du spécialisme et de tous les défauts de caractère, les métiers aujourd'hui qui sont très spécifiques et par exemple l'autre jour Godard disait pour moi toute route c'est du cinéma, toute ma route c'est du cinéma. Pour moi c'est assez effrayant parce que le cinéma c'est une industrie lourde et je veux dire l'idée de vivre près des machines de montage 35 mm, des caméras 35 mm et des câbles, des projecteurs, c'est une chose qui est beaucoup trop violente pour moi. C'est pour ça que j'aime bien la peinture, le chevalet, le silence de l'atelier, ou 3 guitares acoustiques comme ça dans un petit studio calfeutré. C'est parce que le cinéma c'est une chose extrêmement métallique et très lourde à vivre du côté du
créateur. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai essayé de faire des références vécues avec la peinture et des références vécues avec la musique pop. Parce que j'avais besoin de défaire un peu des machines du cinéma qui sont des machines très très lourdes. Trop lourdes, je trouve. C'est un bac de développement, par exemple au laboratoire, c'est une machine effroyablement moderne. C'était une manière aussi de faire une sorte de cinéma total qui mélange un peu tous les arts. Oui, non, oui, parce que moi, c'est à la fois sans doute ce qui limite mon champ de connaissances et en même temps ce qui me passionne, c'est que j'ai une passion pour les artistes. Moi, je trouve que les artistes, c'est peut-être la seule chose que j'ai rencontrée d'ailleurs, plutôt que des chefs-d'œuvre. J'ai rencontré des artistes qui étaient des gens intègres et bons et humbles, et c'est peut-être pas ce que j'aurais rencontré si je n'avais pas choisi l'art. C'est peut-être la seule chose qui fait que je me suis pas fourvoyé en prenant la mise en scène. Oui, quand tu dis les artistes, est-ce que par exemple les stars avec qui tu as travaillé, tu les mets dans un autre monde? Non, pareil, il y en a beaucoup qui sont des gens remarquables. Maria Schneider, Gene Seberg, c'était une personne remarquable et qui travaillait énormément la question du jeu, par exemple, dans un salon, Gene, c'est quelqu'un qui apprenait à des jeunes gens comment, en des petites scènes réalistes comme ça, qu'elle jouait juste par apprentissage. C'est quelqu'un qui apprenait à des jeunes acteurs à jouer et elle avait sa méthode qui n'était pas, on pourrait dire, de la correction de ton pour jouer juste comme font plus les professeurs qui enseignent dans les théâtres le matin sur les scènes vides des théâtres de Paris. Elle faisait beaucoup plus quelque chose qui tenait d'une proposition de jeu par 2-3 actes comme ça, supposé à vivre le plus près possible de ce que ça déclenchait chez soi. Elle faisait des propositions de jeu comme ça avec des jeunes acteurs et c'était une forme d'apprentissage du jeu cinématographique qui était tout à fait concret et qui menait vraiment à ce que quand un acteur se retrouvait sur une scène de théâtre ou devant une caméra, il sache s'émouvoir au bout de 2-3 gestes symboliques ou mimés de la réalité, et il sache se prendre au jeu lui-même et avoir de réelles émotions sur son visage ou dans ses regards. C'est des choses qui étaient extrêmement pratiques. Et pareil, Maria, par exemple, c'est une personne qui a travaillé, joue avec extrêmement de sincérité devant une caméra. Maria, c'est plus quelqu'un qui aime, mettons, la liberté de penser dans le dialogue amoureux, dans ce qu'elle cherche chez les artistes. Et ça a pour résultat que quand elle joue, elle a une espèce de mise en confidence comme ça, très simple et en même temps authentique des penchants de son cœur à elle, qui est quelque chose qui est réellement admirable à côtoyer. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des gens admirables dans leur existence. Mais comment ça se passait le tournage avec Gene Seberg? On est arrivé à faire un film
muet avec elle, de faire ce portrait. Est-ce que ça a été facile qu'elle accepte de faire des choses très différentes de ce pour qu'elle Maria, faisait? ouais, ce sont des choses qui sont déclenchées en une semaine, c'est-à-dire c'était une semaine après les avoir rencontrés que je me retrouvais dans une chambre d'hôtel avec ma caméra dans les mains en train de les filmer. Et c'était comme ces films étaient simplement, il y avait un cahier qui était écrit, quoi. Il y avait, enfin l'un des deux il y avait un cahier, l'autre il n'y avait même rien. Comme il y avait une très grande part d'improvisation, c'était un échange de propositions de manière à gravir les différents versants d'une histoire. Et puis ensuite, comment ça s'ordonnait, c'était selon une règle harmonique, que je montais ça bout à bout, en essayant de donner par, je sais pas, 2-3 déplacements de son qui pouvaient, sur le voyage en des morts, qui n'avaient pas été utilisés parce que c'était, je sais pas, parce qu'on avait tourné 2 fois la même prise, ou par, je sais pas, 2-3 enchaînements d'un même plan. C'était simplement je montais selon des ordonnances de lumière, et en fait c'était appliqué quand même. Puis il y avait quand même des antécédents très forts, parce qu'il y avait, c'était un peu comme des films du plateau C, hein, par rapport à Dernier Tango à Paris de Bertolucci, ou à Abutsu de Jean-Luc Godard. C'était comme un plateau C, comme ça. On n'avait pas beaucoup les moyens, on avait de la pellicule périmée, ou on avait une caméra sans magnétophone, et il fallait quand même essayer de sortir une histoire. Et puis c'était résolu par le fait qu'il fallait absolument pas essayer de faire un chef-d'œuvre, mais que ça soit à la fois visible et en même temps que ça soit utile aux différents protagonistes du film. Et donc ça avait des qualités de vie beaucoup plus que des qualités de style. Mais avec Jean, comment ça se passait pendant le tournage? Qu'est-ce qu'elle disait? Oh, bah, quelquefois, le matin, quand j'arrivais, ou au début de l'après-midi, elle avait passé, parce qu'elle avait été seule dans la soirée qui précédait, son temps à trouver 2-3 prétextes de jeux qu'elle me proposait et que j'acceptais d'entrer, ou moi j'arrivais et j'avais fait la même chose si j'avais pas été trop préoccupé par le fait de produire le film, puisqu'il fallait que je produise au jour le jour, et que je trouve après le tournage de quoi aller chercher de la pellicule le lendemain matin au magasin. Je faisais mes propositions, et à ce moment-là, pareil, Jean faisait avec sa compréhension de ma génération. Et sinon, c'était très... Mais c'était... on tournait... en fait, c'était... On tournait assez peu dans la journée, parce qu'on parlait aussi d'autres choses. Parce que c'est peut-être pour ça que ces films ont été utiles à cette époque. C'est qu'on ne parlait pas que du film, et je passais pas 10 ans à régler un projecteur. Alors c'est pour ça que je les aime encore assez bien, ces films. C'est-à-dire qu'on se mettait plus face à face sur un fauteuil et un sofa, à parler de différentes choses qu'on avait fait dans la semaine, et de ce qui nous avait intéressé dans ce qui sortait, ou dans les pièces de théâtre qu'on avait vues, ou de ce qu'on avait lu dans la page des spectacles des journaux. Donc il était plus question de ça, je disais, que du plan qui... C'était pas, on ne tournait pas des climax de réalité. C'était beaucoup plus... C'était très... c'était réaliste onirique comme ça, mais fabriqué en quelques minutes avant le plan, et puis sans aussi à donner dans des proportions trop épuisantes, ou c'était juste, on tournait, je sais pas, 1 heure ou 2, et puis le reste c'était de la discussion sur... il pouvait être aussi bien question de la psychanalyse avec Jean, que des jeunes acteurs inconnus avec Maria, parce que
avec Maria, c'était quelqu'un de ma génération, donc, enfin, ou qui était un peu plus jeune que moi, mais enfin, il était question du cinéma de mon âge et de comment on pouvait comprendre, comme il y avait Terzieff qui jouait le personnage masculin, c'était des fois c'est difficile par exemple de comprendre parce que c'était deux mondes différents, il y avait une beaucoup plus grande culture que la nôtre et puis en même temps nous il y avait un tas de gens qu'on connaissait dans le cinéma par exemple qui étaient des gens totalement inconnus qui nous accrochaient pour des raisons de cœur et qui provoquaient chez nous des émotions. Alors c'était beaucoup plus le point d'une génération ou au contraire ou autre chose mettons chez Jean le point du spectacle et de l'analyse. Mais elle a vu le film, elle, Jean? Oui, elle a vu le film, elle a dit très bien, c'est responsable, parce que quand je lui ai livré ça, c'était une espèce d'ébauche, puis j'ai décidé de le laisser comme ça, parce que c'était muet, puis j'ai dit, je lui ai demandé est-ce qu'on peut le laisser comme ça. Il y avait encore des images blanches, et c'était muet, et je l'avais monté pendant un été, comme ça, tout seul à une salle de montage, je me demandais est-ce qu'on peut le laisser comme ça, elle m'a dit oui, moi je suis contente si on le laisse comme ça. Et après j'ai pensé depuis Marrakech où j'avais fait un saut, 5 semaines, j'ai pensé finalement, pour un arabe, un film c'est un film. Hein. Un film avec Gene Seberg, s'il a entendu parler de Gene Seberg, ce qui n'est pas sûr du tout, mais enfin il se trouve que c'était une personne d'une rare beauté et d'une rare intelligence, c'est un film avec Gene Seberg, c'est un film avec une femme, bon. Qu'est-ce qui se raconte à part qu'il y ait des chandeliers à 7 branches sur une table, l'éternelle histoire du trio, mettons. Et à quoi ça me faisait penser, moi, donc à Chelsea Girl ou à Bout de Souffle, mais ça fera certainement pas penser un jeune homme arabe de la même manière. Alors je me suis dit, bon, si un film est un film, vu depuis Marrakech, j'avais mes bobines qui étaient déposées au pied de mon lit à Paris, il faut mieux que j'y touche plus, parce que, de toute façon, la question du perfectionnisme est une question totalement oiseuse et parisienne, et je me suis arrêté à un stade très dans les préliminaires par rapport à mes autres tournages, et exprès. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le tout début de Picasso, et quand il peint, mettons, son fils en harlequin, et puis sinon j'aime beaucoup la peinture abstraite, et j'aime beaucoup le tournant qui existe au moment de l'apparition et de l'invention de l'abstrait chez Picasso. Les enfants désaccordés, Paris pour mémoire, droit de visite, Paris pour mémoire, Paris pour mémoire, Paris pour mémoire, Cicatrice intérieure à Tanor, droit de visite, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à droit de visite, les enfants désaccordés, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, solitude, intérieure à Tanor, solitude, droit de visite, les enfants désaccordés, cicatrice intérieure Paris pour mémoire, cicatrice intérieure à Tanor, cicatrice intérieure à Tanor, les enfants désaccordés, cicatrice intérieure à Tanor, Paris pour mémoire, solitude,